par le fait que j'ai déménagé en Europe il y a 5 ans en Suisse. D'abord, je me suis retrouvé dans un milieu musical européen qui est très international et où il y a énormément de polyglottes. C'est beaucoup plus la norme que l'exception de parler entre 3 et 5 langues. Donc, c'est ce qui a un peu été ma motivation pour apprendre des langues. Et du coup, un des trucs que je trouve le plus fascinant avec mon travail, c'est de travailler sur des textes qui sont tous plus intéressants les uns que les autres et de voir comment les compositeurs les ont mis en musique. C'est quoi le lien entre le texte et la musique qui vient avec? Bien sûr, dans n'importe quelle musique qui est bien composée, la musique va toujours au moins refléter un peu l'atmosphère du texte, un peu les émotions qui sont véhiculées, mais en musique baroque, ça va souvent plus loin que ça, et on va explorer une des manières desquelles ça va plus loin. Donc, je vais vous parler du figuralisme musical, qui est un des procédés rhétoriques qu'on utilisait à l'époque, en fait, principalement, pas exclusivement à l'époque, mais surtout en musique baroque. Alors, qu'est-ce que c'est le figuralisme? Si on regarde les termes en anglais, en allemand, c'est déjà un peu plus transparent. Word painting, Tonmalerei. En gros, c'est ça, on prend des sons, des notes pour peindre, pour représenter de manière plus ou moins concrète, en fait, les éléments du texte. On va voir quelques exemples de comment on le fait. Qu'est-ce qu'on peut peindre par le texte? Entre autres, des éléments assez concrets comme des éléments de la nature qui sont souvent évoqués dans ce genre de texte-là. Et je vais vous en donner quelques exemples, évidemment. Et aussi des éléments plus abstraits comme des émotions, par exemple. Pour ça, il y a certains codes, certains motifs qui font un peu partie du vocabulaire musical de l'époque, qui reviennent souvent. Parfois, ça vient plus de l'imagination du compositeur. Et je vais aussi vous en donner quelques exemples. Alors, d'abord, je vais vous faire écouter une pièce et vous laisser un peu voir si vous pouvez trouver des choses qui pourraient être du figuralisme. C'est un exemple où c'est relativement transparent. Alors, je vous lis le texte. Every valley shall be exalted, and every mountain and hill made low, the crooked straight, and the rough places plain. C'est un texte qui vient, comme vous l'avez vu, du livre d'Isaïe dans la Bible. C'est en gros la partie de la Bible qui annonce la venue de Jésus et qui dit, le contexte en gros, ça dit que tout soit aplati pour lui laisser la voie libre. Et je vous fais écouter un extrait de cette heure-là, c'est dans le Messie de Handel. Et Every valley, every valley shall be exalted, shall be exalted. Alors, il y a beaucoup de choses là-dedans on peut avoir des indices même en regardant juste de quoi la partition a l'air, même si on ne lit pas très bien la musique. Par exemple, le mot exalted, les vallées qui seront élevées, c'est une ligne qui n'arrête pas de monter en fait. C'est assez logique. Valley shall be exalted and la ligne and every mountain and hill made low. Les montagnes, les collines c'est un peu plus bas. Le mot low c'est évidemment sur une note grave. The crooked straight. On voit the crooked straight et the crooked straight. C'est des lignes un peu croches, mais le mot straight, c'est sur une note, donc c'est droit. Et plain, c'est sur une ligne qui bouge pas beaucoup, c'est des notes qui sont tenues pendant très longtemps. Donc, c'est ça, donc on voit en gros, c'est
De manière assez simple, selon si les lignes montent ou descendent, s'il y a des notes aiguës ou graves, il y a déjà beaucoup de choses assez transparentes qu'on peut indiquer avec ça. Par exemple, comme vous l'avez vu ici, les montagnes, les collines, les vallées. Si on regarde dans la liturgie un peu plus, par exemple, le ciel et tout ce qui s'y rapporte comme Dieu, le paradis, la terre, l'enfer, qui va être encore plus bas. Pour vous donner un autre exemple de ça un peu, on va se tourner vers Bach. Attends, non. Non. Désolé. Attends, est-ce que j'ai quelque chose? Oui, ok, ouais. Ça, c'est aussi un peu deux principes clés, un peu du chant baroque que j'aimerais que vous reteniez parce qu'ils vont s'appliquer tout particulièrement au prochain exemple que je vais vous montrer. Le chant, c'est une exagération de la parole, c'est surtout vrai en musique baroque, et qu'on dit jamais vraiment deux fois la même chose, même quand on se répète. Ça, c'est évidemment un principe de rhétorique de base, un peu même dans un discours. Si on se répète, c'est pour faire un effet spécial. En musique baroque, c'est tout aussi vrai. Alors, j'ai mis une phrase ici en majuscule. Erd und Abgrund muss verstummen. La terre et le gouffre tombent en silence. Or, ici, j'ai encadré quelques trucs dans la partition, par exemple. Le mot Abgrund, le gouffre. La première fois qu'on le voit, quand toutes les voix le chantent ensemble, on voit que toutes les voix descendent en même temps pendant qu'ils chantent le mot. Et ça, c'est pas très courant dans un style d'écriture classique parce que généralement, le compositeur va préférer que les voix aient un mouvement contraire. Une voix qui monte, une voix qui descend parce que c'est vu comme une écriture plus élégante. Mais là, on fait exactement le contraire pour avoir un effet particulier. La deuxième fois, on a la basse qui chante cette phrase-là, Erd und Abgrund. Erd und Abgrund. Et on voit le mot Abgrund qui est sur une note grave, qui est attaqué par un saut, ce qui donne un contraste qui souligne un peu le mot. La deuxième partie de la phrase, muss verstummen, doit tomber en silence. La première fois, il y a toutes les voix ensemble qui chantent Erd und Abgrund. Il y a une des 5 voix seulement qui répond muss verstummen, donc il y a 4 voix qui se taisent déjà. La deuxième fois, tu as les 4 voix du dessus qui, avant de chanter le mot verstummen, donc se taire, font un silence dans un endroit où on ne ferait pas forcément de silence de manière grammaticale et chantent le mot verstummen dans une nuance piano qui est beaucoup plus douce. Il faut aussi noter qu'à l'époque baroque, on écrivait très rarement les nuances dans une partition. Donc quand on écrivait, c'était vraiment pour faire un effet spécial. Et la phrase que je vous ai dite, que le chant est une exagération de la parole, ça, c'en est un excellent exemple. Parce que si je voulais déclamer cette phrase-là, par exemple, je pourrais dire « Erd und Abgrund muss verstummen » ou un truc du genre, mais jamais je dirais « Erd und Abgrund muss verstummen ». Tout le monde me dirait que ça sonne faux, que c'est surjoué un peu. Mais dans un contexte musical, ça fait l'effet qu'on recherche. Je vous fais écouter cet extrait. Un exemple dans une cantate de Rameau, la cantate Orphée. Regardez simplement ce qu'il fait sur le mot vol. Je vais d'abord écouter. Amour, 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 c'est toi qui t'aimes. Mon
Oui, ça c'est un truc, Ramon à peu près à chaque fois qu'on a ce mot-là, vol, ou un truc qui ressemble à ça, il va le mettre en musique d'une manière qui ressemble un peu à ce qu'on vient de voir. En gros, c'est très très rapide, qui ont plutôt tendance à monter qu'à descendre, et on voit qu'il a fait la même chose avec le violon et la viole de gamme. C'est pas que le chanteur qui fait ça. Et ça, c'est vraiment un peu, je pense que la raison pour laquelle il le faisait un peu plus systématiquement, c'est que c'est une excellente manière d'allier la virtuosité et la rhétorique. C'est deux éléments qui sont hyper importants en musique baroque, qui souvent il y en a un qui peut aller au prix de l'autre, mais là, c'est une excellente manière de les faire aller ensemble. Bon. Maintenant, je vais commencer à vous parler de quelques motifs qui reviennent un peu souvent dans ce répertoire-là. Le motif qu'on dit des lacrymés pour les larmes. L'exemple le plus connu, c'est la chanson Flow My Tears de John Dowland. Vous voyez ici, c'est pas John Dowland qui a inventé ça parce qu'on le trouve un peu dans le répertoire avant, mais c'est vraiment lui qui l'a popularisé. Parce que cette chanson-là, c'était vraiment peut-être le plus grand tube, si on veut, de la musique anglaise du XVIIe siècle. Le mouvement c'est le da 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 ou Flow My Tears. C'est logique que ce soit un mouvement descendant parce que les larmes, comme de raison, ça coule par le bas. Et c'est pour mettre ça dans des termes un peu plus modernes, parce que bon, c'était pas exactement comme ça qu'ils pensaient à l'époque, mais le fait que ce soit quelque chose qui fonctionne dans une tonalité mineure, ça rajoute aussi au caractère triste. Donc, évidemment, si on chantait Flow my tears, fall from your springs, ça serait moins ça déjà, mais Flow my tears. Et si on analyse juste ce petit extrait-là, qui est le début, en fait, le début de chaque couplet, les deux premiers couplets. Flow my tears, fall from your springs. Il reprend un motif similaire, un peu plus aigu. Fall from your springs, ça tombe aussi. Et on voit que son figuralisme fonctionne pour les deux textes. Down vain lights, down vain lights. Et pour shine you no more, il met le mot shine sur la note la plus aiguë pour souligner la brillance, mais shine you no more, ça redescend. Et vous allez voir que la chanteuse qui chante a même fait un petit ornement, a rajouté un truc sur le mot shine pour souligner encore plus ça. Ce qui est une pratique hyper courante aussi dans la musique baroque, on va toujours rajouter des choses à la partition. Alors, je vous fais écouter les deux premières strophes. Bon, il y a eu une petite erreur là-dessus. Vous vous doutez que c'est pas Emma Kirkby qui chantait là, c'était pas une soprano, c'était une voix d'homme. Ça doit être, je pense, une vieille version de mon PowerPoint qui était là. C'est Roger Covey Crump, un ténor qui a chanté, et Jacob Lindberg qui joue au luth. Ça tombe bien parce que les deux chanteurs ont fait exactement le même ornement sur le mot shine. Comme quoi, une idée pas forcément originale, mais qui est efficace. Et j'adore ce texte en passant, c'est vraiment c'est un peu comme un style emo avant le temps presque. C'est, j'ai pas mis le poème au complet, mais la dernière phrase c'est Happy they that in hell feel not the world's despite. Ça vous donne une idée un peu de l'atmosphère. Alors,
Un autre motif qui revient assez souvent, c'est pour le soupir. Là, je vais comparer un peu comment Claudio Monteverdi, un compositeur italien du XVIIe, et Johann Sebastian Bach, un compositeur allemand du XVIIIe siècle, ont fait ça un peu de la même façon, un peu différemment sur certains points. Monteverdi va plutôt privilégier d'utiliser le silence là-dedans, mettre des silences soit avant ou après le mot sospir, soit en plein milieu du mot. Ce que ça fait, c'est que quand le chanteur fait un silence à ce moment-là, ça va le faire respirer assez vite et dans un endroit où il ne respirerait pas normalement. Donc, c'est un peu comme si le chanteur soupirait lui-même. Ça évoque un peu ça. Par exemple, le morceau que j'ai cité ici, Spesso li venia sciolto un gran sospir dal cor. Aussi le fait qu'il ait mis le mot gran, un grand soupir, sur une note longue, c'est pas un hasard non plus. Bach faisait un peu la même chose. Aussi, il allait partant le mot seufzer. On voit souvent des exemples qui ressemblent à ça. Et il y a aussi ce qu'il appelle le motif du soupir. C'est ce que vous voyez ici. Becher von gesalznen Zerren. Vous voyez, comme c'est pas forcément seulement quand on parle littéralement du soupir. Ça peut être quand on évoque un autre affect qui est un peu dans le même genre. Là, on parle de larmes, par exemple. Et c'est justement le motif de, vous voyez, les deux notes qui sont liées ensemble. Une note qui est plus aiguë que celle qui vient après, et où on met l'accent sur le premier. La, 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 la. Et c'est ce qui est utilisé très souvent chez Bach pour évoquer un soupir. Alors, donc, on va commencer par regarder un madrigal de Monteverdi, de son troisième livre de madrigal en passant 1592. Vous voyez, c'est pas encore les dates qu'on considère tout à fait comme la musique baroque. Monteverdi était vraiment à la charnière entre la période de la Renaissance et la période baroque. C'est un de ceux à son époque qui a peut-être le plus utilisé le figuralisme, entre autres, qui a vraiment mis ce procédé-là en valeur. Donc ça, c'était quand il était encore assez jeune. Le début du texte, Rimant in pace, alla dolenta e bella fillida, tirsi sospirando disse. Reste en paix, dit à la gémissante et belle Phyllis, Tircis en soupirant. Vous voyez sur le mot sospirando. Sospiran, do disse. Il a même répéter la première partie du mot avant de dire la fin. Ça évoque vraiment quelque chose qui est difficile à dire, quand on a de la peine, on a de la difficulté à dire ce qu'on a à dire à l'autre personne parce que c'est un aveu qui va être difficile, évidemment. Et ça, il fait ça un peu toutes les voix. Et le début, la première phrase, Rimant in pace, reste en paix, ça aussi, c'est un exemple de comment on peut peindre un aspect du texte avec quelque chose de très simple. Vous allez écouter vous entendre c'est simplement des accords tenus, une ligne qui n'a presque pas de mouvement, où presque toutes les voix sont dans leur registre grave. Des accords dans le grave, ça évoque beaucoup plus, c'est une couleur beaucoup plus ronde, beaucoup plus chaude que si c'était dans l'aigu. Donc, c'est cette tessiture-là, ce registre-là qu'on va privilégier pour évoquer le calme, par exemple. Alleluia.
Si on regarde chez Bach, un extrait d'une des cantates, un texte: Herr, so du willst, so presst ihr Todesschmerzen, die Seufzer aus dem Herzen, wenn mein Gebet nur vor dir gilt. Seigneur, si telle est ta volonté, que les tourments de l'agonie arrachent les derniers soupirs à mon cœur, pourvu que ma prière ne s'adresse qu'à toi. Vous voyez, j'ai encadré en gros tous les motifs du soupir qu'on voit à chaque fois que ça revient. Et on voit que c'est pas que le chanteur qui l'utilise non plus. Il y a le premier violon qui accompagne un peu le chanteur dans ce figuralisme-là. Et comme j'avais dit, le mot Seufzer qui est séparé en deux. Alors, mon dernier exemple, ça va être un autre exercice d'une autre cantate de Bach. Comme vous voyez, chez Bach, il y a beaucoup de très bons exemples pour ça. C'est un compositeur qui a effectivement utilisé beaucoup le figuralisme, il l'utilisait très bien dans ses œuvres. La phrase « Meine Seele wartet auf den Herrn, von einer Morgenwache bis zu den anderen. Mon âme attend le Seigneur, plus qu'un veilleur, l'aurore. » Si on analyse seulement la première phrase, Meine Seele wartet auf den Herrn, c'est une phrase qui répète beaucoup. Et ce qu'on voit ici, c'est un peu un résumé de certaines choses qu'on a vues. Par exemple, la première phrase, Meine Seele wartet. Meine Seele wartet. Le fait qu'il y ait mis le mot wartet sur une note longue, c'est encore un des meilleurs exemples de comment on peut exprimer quelque chose avec une idée musicale qui est tellement simple. Le mot attendre sur une note longue, et le seul mouvement qu'on voit dans la phrase, c'est sur le mot Seele. Meine Seele wartet. C'est l'âme, c'est quelque chose c'est la chose là-dedans qui est vivante. Et si on remarque, ça fait penser au motif du soupir un peu. C'est le motif du soupir en inversé, si on veut, parce que ça monte. Ça évoque quand même un peu la même idée. Évidemment, on ne va pas composer une pièce au complet sur le mot wartet avec que des notes tenues. Donc, il y a d'autres manières de le démontrer un peu. Par exemple sur des longs mélismes, en gros des longues phrases où on tient une syllabe sur une longue succession de notes. Et après, c'est aussi un bon exemple, généralement, cette pièce-là, de comment le sous-texte peut être mis en musique. Parce que l'attente, c'est pas vraiment une émotion, c'est plus un état, et on peut passer par beaucoup d'émotions. Quand on attend, on peut être impatient. On peut s'ennuyer, on peut avoir hâte, on peut anticiper quelque chose. Et en cas, par exemple, il y a des choses comme le fait qu'il y a beaucoup de lignes qui montent, beaucoup de, disons, des séquences, des motifs qui sont répétés, genre wartet. Le fait de répéter de cette manière-là, c'est un peu une manière d'insister. Et le fait qu'il y ait des lignes qui montent, le fait qu'on ait le mot Herrn sur une note aiguë, encore là, Dieu, c'est ce qui est de plus haut. Et si on remarque, entre autres, les séquences, c'est des trucs qui sont, comme je disais, qui sont moins transparents. C'est un peu à l'interprète de faire ses propres choix, mais une ligne qui monte, ça peut être une excitation qui monte aussi. Une ligne qui descend, une séquence qui descend aussi, ça peut être un découragement. Et comme il répète cette phrase-là pendant 5 minutes presque, je vais vous faire écouter un extrait de 2 minutes, il peut passer par énormément d'émotions.
là-dedans dans un extrait de texte aussi simple. Donc, je vous laisse écouter la première partie de cette air-là et j'aimerais que vous essayiez un peu de vous faire votre propre idée de l'affect, de l'émotion dans chaque phrase musicale. Un peu, essayez de laisser votre imagination aller un peu à ça. Merci. Bon, comme vous avez vu, pour des raisons évidentes de temps, je vous ai fait écouter que des extraits de pièces. Pour ceux qui aimeraient soit écouter les morceaux en entier, soit découvrir ce répertoire un peu plus, j'ai fait une playlist Spotify qui est disponible sur le groupe Polyglot Gathering Event Series. Si vous tapez mon nom, vous allez trouver, il y a tous ces morceaux-là et quelques extraits en plus, entre des madrigaux de Monteverdi qui ont aussi des très bons exemples de figuralisme que j'ai pas tous réussi à intégrer, mais du coup, vous pourrez aller voir ça si ça vous intéresse. Merci beaucoup d'être venu. Ah, ok. Ok, bah du coup, je peux chercher mon téléphone. Je vais vous chanter peut-être la deuxième partie de cette air-là. Télécharge la partition, ça va prendre 2 secondes. C'est une bonne question. Ben, en gros, il faut juste te dire qu'à l'époque, si on voit un lien aussi évident entre la musique et le texte, je veux dire, c'est généralement pas, la plupart du temps, c'est pas par hasard. Donc, évidemment, il y a toujours jusqu'à un certain point, on devine un peu, mais non, en tant qu'interprète, ce qui est le plus pertinent, c'est que quand on voit quelque chose dans la musique qui pourrait être un figuralisme, qui ressemble à un figuralisme, il faut s'en servir comme ça, parce que c'est la meilleure manière de transmettre le texte. Donc, est-ce qu'il y a des différences entre l'utilisation des différentes langues dans la musique baroque, ou est-ce qu'elle utilise les mêmes techniques? Je dirais que généralement, il y a beaucoup de choses qui, en termes de figuralisme, il y a beaucoup de choses qui se ressemblent.
Comme vous l'avez vu, par exemple, la différence, par exemple, pour le Sospir et le Seufzer en allemand, le même procédé peut très bien s'appliquer aux deux. Je dirais que s'il y a des différences, c'est pas tellement relié à la langue, ça va plus être lié avec peut-être, je veux dire, le pays dont le compositeur vient, le style dans lequel il écrivait. Si c'est du début du 17e ou du milieu du 18e siècle, évidemment, il y a des différences de style musical qui vont jouer là-dessus. Mais entre les langues, il y a beaucoup de procédés qui peuvent s'appliquer à peu près à toutes les langues. Donc peut-être maintenant on a du temps. Ouais. chanter. Oui. Ah oui. On va télécharger, ouais. J'ai un diapason ici. Ouais. Donc la deuxième moitié de l'air qui commence par Von einer Morgenwache bis zu den anderen. 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 Meine Seele wartet. Meine Seele wartet, wartet auf den Herrn, wartet auf den Herrn. Meine Seele wartet, wartet, wartet auf den Herrn. Von einer Morgenwache bis zu den anderen, bis zu den anderen. Von einer Morgenwache bis zu den anderen. Von einer Morgenwache bis zu den anderen, bis zu den anderen. C'est 40 maintenant, donc il faut finir peut-être. Ok, ok. Ah oui, on a le temps pour... Ok, c'est bon. Oui. Donc, thank you for coming and merci pour l'attention. Ah, merci.